Bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à une des questions les plus profondes qui soit en s'inspirant de la pensée du philosophe Éric Thésée. On va essayer de comprendre ce qui se cache au cœur de notre identité. C'est la grande question, pas vrai? Souvent la réponse qui vient c'est nos fonctions. Je suis parent, ingénieur, ami. Mais bon, tout ça, ça décrit ce qu'on fait, pas forcément ce qu'on est. Et si la vraie réponse était ailleurs? Pour commencer à démêler tout ça, la philosophie nous propose une distinction qui est fondamentale. Et elle pourrait bien tout changer. Alors voilà, cette distinction, elle est essentielle. D'un côté, il y a la personne. C'est notre noyau dur, notre essence, ce quelque chose d'unique et au fond d'indéfinissable. De l'autre côté, il y a les personnages. Ça, c'est tous les rôles qu'on joue dans la société. Pensez-y, le personnage au bureau n'est pas le même qu'à la maison. Ce sont des fonctions, des rôles qu'on partage avec plein d'autres gens. Et attention, il y a un piège à éviter. On pourrait croire que nos personnages sont des masques, qu'ils cachent qui on est vraiment. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est le seul moyen pour notre personne d'exister dans le monde, d'interagir avec les autres. C'est en jouant ces rôles qu'on vit, tout simplement. D'accord, mais alors, si notre personne n'est dans aucun de nos rôles spécifiques, où est-ce qu'on la trouve? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le vrai soi, il n'est pas caché derrière les personnages, il se construit entre eux. Et le mot-clé pour comprendre ça, c'est l'articulation. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment de connexion, de friction, le passage d'un personnage à un autre. C'est dans cette dynamique, dans ces moments de transition, qu'on ne remarque même pas la plupart du temps, que notre personne grandit et devient plus complexe. Prenons l'exemple d'un pianiste, c'est parfait pour illustrer ça. Il a un personnage quand il joue seul, chez lui, et il en a un autre quand il joue devant son professeur. Le track, ce fameux track, c'est précisément la rencontre, parfois brutale, de ces deux personnages. En dépassant ce track, en créant un pont, une articulation entre sa pratique privée et sa performance publique, eh bien la personne du musicien se développe. Ce n'est pas juste une question de technique, c'est bien plus profond. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la personne n'est pas une chose statique, qu'on aurait en soi et qu'il faudrait juste découvrir. Non, c'est un processus dynamique, c'est quelque chose qui se fait, qui se construit dans les relations, les rencontres et parfois les conflits entre les différents aspects de notre vie. D'accord, mais si tout ce processus est inconscient, comment on fait pour y avoir accès? Comment peut-on comprendre ce qui se trame dans ces fameuses articulations? Eh oui, c'est bien ça le problème. Dans la vie de tous les jours, on est trop pris par nos rôles pour voir comment ils s'agencent entre eux. On ne peut pas être à la fois sur scène et dans le public de sa propre vie en quelque sorte. C'est impossible d'observer sa propre transformation en direct. Et il doit bien exister un endroit où ces dynamiques cachées deviennent visibles, non? Une sorte de carte de ce territoire intérieur. Et la réponse, elle est peut-être surprenante. Ce lieu, ce sont les œuvres d'art. Les romans, les films, la musique, c'est là-dedans que les créateurs, souvent sans même s'en rendre compte, encodent les articulations de leur propre dimension personnelle. L'art devient alors une sorte de laboratoire de l'humain. En fait, on peut voir les œuvres d'art comme une sorte de pierre de Rosette. Oui, exactement comme la pierre qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Eh bien, l'art, de la même manière, nous donne les clés pour décoder le langage caché de notre propre structure personnelle. Ok, passons à la pratique. C'est bien beau de savoir que l'art est une carte, mais encore faut-il savoir la lire. Et là, il y a deux manières de s'y prendre, avec des conséquences radicalement différentes. D'un côté, il y a ce qu'on fait presque tous, instinctivement, l'identification. On se projette sur le héros, on vit ses aventures. Le problème, c'est que cette approche nous fige, elle nous enferme dans un rôle. De l'autre côté, il y a l'interprétation. Là, on prend du recul. On regarde l'œuvre entière, les relations entre tous les personnages pour dénicher la structure cachée, cette fameuse articulation que l'auteur y a mise. C'est cette démarche-là qui nous libère, qui nous fait grandir. Et attention, une vraie interprétation, ce n'est pas juste donner son avis comme ça. Ça demande du temps de vraiment s'immerger dans une œuvre. Il faut chercher les bizarreries, les ruptures de logique dans l'histoire, parce que c'est souvent là que la structure personnelle de l'auteur se révèle. Et le point le plus important, une interprétation de ce type, elle ne fait pas qu'expliquer l'œuvre, elle transforme celui qui l'amène. On arrive au dernier point, et c'est une sorte de mise en garde. Il existe des idées qui ont l'air très justes, très séduisantes, mais qui en réalité bloquent notre développement personnel. C'est ce qu'on appelle une contre-vérité. Ce n'est pas juste une idée fausse, c'est une idée qui nous pousse à nous identifier à un idéal fixe, le héros sans peur, le sage parfait, le rebelle absolu. En faisant ça, on se réduit à une seule fonction, on aplatit toute la complexité de notre personne. Et ça pourrait expliquer un grand paradoxe de notre époque. On a des conditions de vie de plus en plus confortables, mais le sentiment de malheur, lui, ne disparaît pas.
C'est peut-être le signe d'un monde où nos fonctions sont super optimisées, mais où notre développement en tant que personne est bloqué par toutes ces contre-vérités qui nous disent sans cesse soit ceci ou soit cela. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est là toute la puissance de cette approche. Le but du jeu, ce n'est pas de devenir un expert en art, c'est d'utiliser l'art comme un miroir, un outil pour se transformer. En déchiffrant les articulations dans une œuvre, on apprend à voir et à développer les nôtres. Alors, la prochaine fois qu'une œuvre captive, un film, une chanson, un livre, au lieu de se demander simplement pourquoi on aime le héros, il faudrait peut-être se poser une autre question. Quelle est la structure cachée? Quelle rencontre improbable, quel conflit entre différents mondes cette œuvre met-elle en scène? Parce que la réponse pourrait bien être une carte qui mène droit à soi.